Le passage du Nord-Ouest fait communiquer l'océan Atlantique et le Pacifique par les parages froids du Grand Nord canadien. Il s'ouvre, il se ferme, se tord à travers l'immense archipel arctique fractal, le long d'un dédale follement compliqué, de golfes et chenaux, de bassins et détroits, entre le territoire de Baffin et la terre de Banks. Voulant bouquer au détroit de Davis, il finit en mer de Beaufort. De là, couvrez le nord de l'Alaska vers les Aléoutiennes. Délivrance, vous donnez sur le nom de la paix. Le 16 juin 1903, Roald Amundsen a alors 31 ans. Il appareille d'Oslo, sur un Fokker de 22 mètres de long, le Gjoa. L'équipage était très réduit, 6 hommes seulement, mais triés sur le volet. Tous avaient entre 25 et 40 ans et possédaient une grande expérience des voyages dans l'Arctique. Chacun avait une spécialité dans le domaine scientifique, mais tous devaient participer à la manœuvre. Le 25 juin, le navire pénétrait dans l'Atlantique et le 11 juillet, il doublait le cap Farewell, à la pointe sud du Groenland. Le 25 juillet, il faisait escale dans le petit port danois de Godhavn, dans l'île d'Isko, plaque tournante des expéditions polaires arctiques. C'est là que le Gjoa prit à son bord, outre 10 chiens esquimaux, des traîneaux avec leur harnachement, 20 barils de pétrole, mais aussi de grandes quantités de saumon fumé. Le bateau leva l'ancre le 31 juillet par un temps magnifique. Des centaines d'icebergs dérivaient sur une mer parfaitement calme. Le 8 août, il était dans la baie de Melville, à la hauteur du détroit de Lancaster. Quelques jours plus tard, le Gjoa mouillait dans Dalrymple Rock, un rendez-vous de baleiniers écossais, qui y avait constitué un important dépôt de vivres et de pétrole pour l'expédition d'Amundsen. Cette astuce du capitaine avait évité au petit vaisseau d'affronter les parages dangereux de la mer de Baffin avec un chargement trop important qui aurait pu compromettre sa sécurité. Le 25 août, à 5 heures du matin, il pénétrait dans le détroit de Lancaster, cette antichambre de l'archipel arctique que tant de hardis marins avaient emprunté avant Amundsen. C'est le commencement de la longue navigation à travers les canaux et les fjords de l'archipel polaire américain qui nous conduira au détroit de Bering. Si les glaces nous laissent libre passage, le début s'annonce bien. Effectivement, en cette année 1903, les Norvégiens allaient bénéficier de conditions exceptionnelles, puisque les glaces qui obstruaient généralement les chenaux de l'archipel arctique avaient fondu. Quand il s'engagea dans le détroit de Peel, qui s'ouvre entre l'île du Prince de Galles et l'île Somerset, Amundsen constata avec soulagement que le chenal était bien dégagé, ce qui n'avait pas été le cas lors des expéditions précédentes. Il se demandait néanmoins ce qu'il allait trouver aux abords du détroit de Bellot, où tous ses prédécesseurs de James Ross à McClintock avaient échoué. À la hauteur de ce détroit, il ne rencontra que quelques petites plaques de glace et la mer était libre. Amundsen put donc suivre sa route le long de la péninsule de Boothia, en direction du détroit de Ross, qui la sépare de l'île du roi Guillaume. Ce détroit que Ross avait pris pour un prolongement de la terre de Boothia représentait la voie la plus sûre pour franchir le passage du Nord-Ouest. Le 30 août, un incendie se déclara près de la chambre du moteur, où étaient stockés 10 000 litres de pétrole. L'équipage réussit à circonscrire le sinistre, mais 2 jours plus tard, le bateau, naviguant trop près des côtes,
faillit s'échouer sur des hauts fonds, après quoi il essuya presque aussitôt une terrible tempête. Quelques jours plus tard, il pénétrait dans le détroit de Simpson et découvrait une baie, bien abritée, à la pointe sud-est de l'île du roi Guillaume. Longeant les îles de la Société de géographie, Amundsen progressait lentement. Le 17 août, il atteignit l'île Jenny-Lind, à l'entrée du détroit de Victoria. Le plus dur était fait. Le voyage allait désormais se poursuivre à travers le détroit de Dease et le golfe du Couronnement, tous deux bien connus, qui séparent l'île Victoria du continent américain. Et le 19 août, le Gjoa abordait le dernier détroit, celui de l'Union et du Dauphin. Le 26 août, l'expédition était en vue du cap Nelson, la pointe méridionale de l'île de Banks, la dernière de l'archipel arctique, et elle déboucha dans le golfe qui porte aujourd'hui son nom, le golfe d'Amundsen. Le lendemain, 27 août, fut un grand jour. Son quart terminé, Amundsen se reposait dans sa cabine lorsque son second y pénétra en trombe. « Capitaine, une voile en vue. » Le temps est magnifique. Une fraîche brise d'est nous pousse rapidement, tandis qu'un roulis balance agréablement le navire. L'air est tiède. Dans le nord apparaît le cap Nelson, baigné de soleil. Au loin, dans cette clarté joyeuse, avance une goélette. Tous nous sommes sur le pont, joyeux et fiers de notre œuvre. Nous hissons le pavillon. Il monte lentement. L'autre navire montre également ses couleurs. C'est un Américain. Ainsi, le passage du Nord-Ouest est achevé. Obligé de négocier 100 000 obstacles disséminés sur la mer et la banquise, au hasard de la météorologie du jour à travers le passage du Nord-Ouest, le vaisseau suit un cap d'une complication extrême. Il réussit à passer à condition de trouver la route unique et rare, exacte et adaptée, ressemblant presque au trajet d'une mouche capricieuse. Tant à la manœuvre, il doit tourner, virer, revenir, repartir. S'il passe, on dit de lui qu'il ouvre ce passage, qu'il l'ouvre comme s'il avait découvert la bonne clé d'une porte difficile à forcer. À examiner de près une clé de ce genre, on voit qu'elle porte d'autant plus de forme et de dentelure précises et compliquées que la serrure défend et protège mieux la porte. Le passage du Nord-Ouest dessine justement la forme d'une serrure, particulièrement difficile à ouvrir, qui réclame une clé d'autant plus intelligemment ciselée. La navigation du vaisseau trace le dessin de cette clé. Aujourd'hui, pour les protections les plus efficaces, nous préférons souvent aux clés d'autrefois des cadenas à secret, dont le chiffre long et compliqué remplace le dessin spatial de la clé. Parmi les milliards de combinaisons possibles entre les nombres, seul un chiffre permet d'ouvrir la porte. Autant trouver une aiguille dans un tas de foin. Ce chiffre unique et rare, exact et adapté, intelligemment choisi, équivaut à la ciselure exquise de l'ancienne clé. Alors le code combine des notes élémentaires, comme des notes de musique ou les lettres d'un alphabet. Comment décrire au moins de loin les langues des sciences? Comme les clés de divers mondes, inertes, terrestres, chimiques, vivants, chacune tente d'ouvrir la compréhension de ce monde, en tant qu'elle décode l'information qu'il émet. Le dessin unique de la route dans le passage du Nord-Ouest, ou la dentelure unique de la clé, s'exprime par le chiffre du code. La science déchiffre l'information du monde. La question de la science est toujours de trouver une langue, de trouver un code, de trouver un chiffre. Et c'est le code qui décode le secret. Dans le passage du Nord-Ouest, c'est la clé qui ouvre le passage. C'est le cap très très compliqué qui s'adapte aux difficultés du passage. Et vous voyez qu'on est passé de la forme de la clé, à l'information contenue dans le code. C'est tout le passage de la forme à l'information qui est, d'une certaine manière, le secret de la découverte d'une langue scientifique. Une langue scientifique, c'est la découverte du code secret qui permet de déchiffrer le secret. Mais lorsqu'on prend les sciences l'une après l'autre,
elles n'apparaissent que dès lors qu'elles inventent leur propre langue. Chaque science a une langue et elle ne devient science que dès le moment où elle a inventé sa langue. Je m'explique. Qu'est-ce qu'une langue ? Une langue, c'est une succession de phrases. Les phrases sont composées de mots. Les mots sont composés de lettres. Ou dans la musique, les phrases musicales sont composées de notes. Il faut donc trouver les lettres, les notes ou leur équivalent. La première des sciences à apparaître dans la plus haute antiquité grecque, c'est la géométrie. La géométrie est d'une certaine manière un langage de forme. Au départ, il y a des triangles de toutes formes, équilatéraux, isocèles, scalènes. Il y a des cercles, des losanges, et ainsi de suite. Et puis, dans l'espace, il y a sphères, cônes, et ainsi de suite. Un des plus grands géomètres et philosophes de l'Antiquité, Platon, a écrit un dialogue très intéressant qui s'appelle le Timée, qui est d'une certaine manière le résumé de sa cosmologie, de sa physique, de sa chimie, de sa cosmologie, c'est-à-dire de sa vision la plus rigoureuse à l'époque du monde. Et dès le début du Timée, il propose la manière de construire les choses. Non seulement les choses que nous appellerions aujourd'hui de chimie, les cristaux par exemple, mais aussi les objets les plus gros, les planètes, les étoiles, la Terre elle-même. Et, dit-il, pour comprendre la constitution intime des choses, il faut partir de la forme la plus simple. Et pour lui, la forme la plus simple, c'est ce qui serait pour nous l'atome, par exemple, ou ce qui serait pour la musique la note, ou ce qui serait pour la langue la lettre. Eh bien, pour lui, l'élément le plus simple, c'est le triangle. Et le Timée est un traité de la triangulation de l'univers. Non pas triangulation au sens qu'on a donné à ce mot, c'est-à-dire la mesure, mais de dire tout simplement que chaque chose est faite de triangles et qu'elle se décompose en triangles élémentaires. Pour lui, le langage fondamental de la géométrie lui permet de comprendre le monde à l'aide du langage des formes. S'informe elle-même. Oui, le monde écrit sur soi, avec plus d'intelligence et de beauté que nous ne savons le faire sur des objets construits. Derrière ce qui se lève devant lui, le soleil projette des ombres sur les pages de la terre, humbles. Les choses retentissent entre elles avec une harmonie que nous n'entendons point dans nos entretiens. L'herbe des champs et les sapins répondent diversement à la brise. Sous l'emprise de la flamme, le sarment sec ne se plaint pas comme les troncs verts et fumeux. Au commandement du vent, la mer proteste autrement que l'eau des lacs. Le silence du désert ne se tait pas comme le centre des cyclones. Et pendant l'orage fondamental des séismes, un baryton profond sort du sol. Venue des étoiles, la lumière change selon Bételgeuse et Rigel, Antares sous les nuages de Magellan. L'éblouissement solaire dépend des latitudes et de la saison, de la glace, du diamant ou de l'orient des perles. Les cristaux scintillent à couleurs variées. L'arc-en-ciel s'évanouit, moins rare cependant que l'aurore boréale.
Dans cet univers envahi d'un commencement d'expression, le sens mesquin que nous faisons jaillir de nos voix criardes et de nos fragiles marques s'insinue et se blottit. Voilà ce que signifie comprendre, jeter nos paroles dans le sens du monde. Façon vivante mais vaine, comme le verbe vole et s'évanouit dans l'air léger, il n'a pas de mémoire. Dans l'Antiquité, lorsque des amis se quittaient, ils cassaient un morceau de terre cuite et en conservaient chacun la moitié, comme témoins solides et fidèles des moments passés ensemble et des services rendus. Longtemps après, même si l'oubli avait recouvert leur mémoire de son ombre, l'exacte jonction des deux formes complémentaires, de la dentelure de cette cassure, leur servait de souvenir et de reconnaissance. Voilà le dessin d'une clé, voilà peut-être une première écriture. Mémoire, transmission, conservation d'un secret, mais aussi découverte, grâce à lui, de la personne oubliée ou perdue. Car notre histoire, la mémoire de nos traditions, commence lorsqu'un ciseau ou une pointe de métal gravèrent quelque part au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, des signes. À Babylone, sur la cire des tables d'argile, en Égypte, sur des pierres et des stèles, en Grèce, dans le marbre ou sur le bronze, ces signes écrits traduisent fidèlement la langue orale, celle qui vole et ne reste pas. Soudain, un support matériel, pierre ou cire, conserve un souvenir des mots échangés, promesses, contrats, foi jurée. Le temps humain que nous connaissons et dans lequel nous vivons désormais ne débute qu'avec l'écriture et qu'avec l'invention de ces supports, ces objets solides sur lesquels le graveur imprime des signes. Nous avions mésestimé l'importance de cette matière qui conserve fidèles nos sonorités bavardes. Car alors seulement, la mémoire descend de nos têtes fragiles dans des objets stables, de sorte que la communication devient sûre. Nous pouvons faire confiance enfin à des documents témoins. Or, ces supports qui firent l'histoire évoluèrent avec elle. Après la lourdeur de la pierre, du marbre et du métal, vint la légèreté des peaux et du papier. Vélin issu du veau ou parchemin du mouton, voilà que le transport de ces documents s'améliore et devient encore plus aisé avec le papyrus. Le rouleau et le livre apparaissent avec ce papier. Cette évolution vers la légèreté fut si importante que l'on peut dater de son apparition les plus immenses découvertes qui ont fait de nous les hommes que nous sommes, les religions monothéistes et les sciences. Toutes deux filles du livre. Judaïsme, christianisme, islam révèrent tous trois la parole et l'écriture. Là commence encore une fois la légende des sciences. Pas de science sans écriture. Pourquoi ? S'il n'existe que des langues parlées, l'existence propre ne se conserve que dans une mémoire individuelle et fragile. Lorsque tel sage meurt, disait-on, toute une bibliothèque disparaît à jamais. Il y a peut-être un savoir ou une expertise individuelle, mais aucune science, parce que celle-ci suppose que plusieurs personnes la partagent, la contrôlent,
la critiquent, s'en assurent et s'en souviennent. Les premiers savants dessinent sur le sable les premiers triangles de géométrie que le soleil lui-même avait dessinés au pied des pyramides, sous les yeux émerveillés de Thalès, de sorte que l'apparition des mathématiques date exactement de la gravure d'un tel schéma. Voilà ce que l'Antiquité a dit le mieux en matière de la langue des sciences. Et il faut attendre le XVIIe siècle, et en particulier Galilée, pour énoncer cette parole qui me paraît essentielle pour la science moderne, et qui est l'intuition sur laquelle cette science est complètement construite, qui consiste à dire que les mathématiques sont la langue du monde, que le monde est écrit en langage mathématique, que lorsque le monde parle, il parle les mathématiques. Et la physique mathématique, ce n'est que cela. Il y a de l'expérience, il y a des schémas, il y a la reconnaissance de formes et de mesures, mais il y a surtout des lois, et que ces lois sont énoncées de manière algébrique ou de manière mathématique. Et l'intuition fondamentale du XVIIe siècle, ça sera celle-là. Si vous voulez décoder le monde, si vous voulez le déchiffrer, il faut parler sa langue. Et la langue du monde, c'est la langue mathématique. Mais au XVIIe siècle, il y a une deuxième intuition qui est tout aussi fondamentale que la première, et elle est énoncée par Leibniz, qui consiste à dire, quant à lui, que la langue fondamentale de la science, c'est une combinaison de notes en nombre très très restreint. Il faut signaler que Leibniz a entretenu une longue correspondance et très passionnante avec les pères jésuites qui se trouvaient en Chine. Et à un certain moment, ces pères jésuites ont envoyé à Leibniz l'écriture chinoise qui précède les caractères que nous connaissons et qui sont connus sous le nom de symbolisme de Fouyi. Et ils étaient à cette époque-là indéchiffrables et indéchiffrés. Et Leibniz, lisant le texte que lui avait envoyé le père jésuite, a inventé la numération binaire pour décoder l'alphabet de Fouyi. Et donc, il a eu deux découvertes en même temps. La première, c'est de déchiffrer cet alphabet premier
de l'écriture chinoise, et d'autre part, de découvrir un moyen de numération avec un 1 et un 0, comme vous le savez, et qui nous sert maintenant dans les ordinateurs, cet alphabet binaire à 2 positions. Vous savez, le courant passe ou le courant ne passe pas, fermé, ouvert, 1, 0. Et la numérisation de tous nos messages passe par là. Et donc il y a eu une immense invention là, par Leibniz, de l'alphabet binaire, qui nous rend des services fous au point de vue technologique et qui rentre dans cette grande philosophie qu'il avait du codage, du décodage des langages chiffrés. Donc l'idée de la combinaison et du code et de Leibniz, l'idée de Galilée, c'est que le monde parle en langage mathématique. Ça, c'est les 2 intuitions fondamentales du XVIIe sur lesquelles aucune des sciences aujourd'hui n'a varié. Au XVIIIe siècle, 2 autres langues apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces 2 langues apparaissent probablement à cause d'un philosophe de la connaissance, l'abbé de Condillac, qui, dans sa logique, insiste sur le fait qu'une langue claire doit être composée de mots et que ces mots doivent avoir un sens. Bref, il a une analyse logique extraordinairement simple et pertinente des langues. Et Condillac est lu avec attention, à peu près par tous les savants de l'époque, et Linné, pour ce qui concerne les êtres vivants, et Lavoisier, pour ce qui concerne la chimie, commencent à réfléchir sur la nomenclature. Ils sont un peu comme Adam, au paradis terrestre, qui est invité par Dieu à nommer ce qui se présente, les plantes et les animaux. Bien, les problèmes de nomenclature étaient une grosse difficulté à l'époque pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fallait que les savants s'entendent sur la manière de nommer les plantes et les vivants. Et pour qu'ils puissent s'entendre, il fallait que un mot, une désignation, ne désigne pas plusieurs animaux, ou plusieurs plantes, ou plusieurs êtres vivants, et qu'un être vivant, plante ou animal, ne soit pas désigné par plusieurs mots. Ce qui arrivait très souvent dès lors que tel poisson était nommé à tel endroit d'un mot local, appelé vernaculaire, et à un autre endroit par un autre mot local, vernaculaire lui aussi. Et par conséquent, il fallait accorder tout le monde. Eh bien, Linné est l'inventeur de cette langue binomiale, cette langue, comme on dit, un prénom et un nom, grâce auquel les savants se sont mis d'accord, et à partir d'un certain moment, on a dit Quercus robur, pour dire le chêne vert, ou Quercus ilex, pour dire le chêne liège, et il n'y avait plus d'erreur possible. Chaque mot voulait dire une chose, et chaque chose était représentée par un mot. La deuxième invention, sans doute sous l'influence encore de Condillac, c'est celle de Lavoisier, essai sur la nomenclature chimique. Le mot nomenclature est beaucoup prononcé aussi bien par les biologistes, qui n'étaient pas des biologistes d'histoire naturelle, que par les chimistes à l'époque. Là aussi, il s'agissait de nommer à la fois les éléments, trouver les éléments, et avoir une langue qui permettait de comprendre aussi un certain nombre de transformations chimiques. Et ce qui est assez curieux, c'est que Lavoisier, qui est probablement aussi l'inventeur, de cette nouvelle nomenclature chimique, utilise aussi des doubles noms. Par exemple, oxyde de,
voyez, ou sulfate de. Il invente aussi une nomenclature à 2 termes. Pourquoi je donne tant d'importance à ces langues? La langue mathématique pour la physique, la langue de Lavoisier pour la chimie ou la langue de Linné pour l'histoire naturelle. Eh bien, c'est que le résultat de l'invention de ces langues, c'est qu'elle rend illisible la science qui la précède. Une fois qu'on parle, qu'on désigne les corps chimiques de la même manière que Lavoisier, tous les traités de chimie qui précèdent ne nous sont plus compréhensibles. Pourquoi croyez-vous qu'il y a de l'alchimie? Parce que nous avons tellement assimilé la langue de la chimie moderne à partir de Lavoisier que nous ne pouvons plus comprendre de quoi il s'agit lorsque les chimistes qui précédaient l'invention de cette langue, de quoi ils parlent. Nous ne le savons plus. Nous ne pouvons plus le comprendre. L'invention d'une langue rend illisible la science qui la précède. Avant, c'est de l'histoire des sciences. Après, c'est de la science. L'invention d'une langue, d'un code, est l'effet, l'acte de naissance de cette science. Vous citez Linné ou Lavoisier, très bien. Mais la science tout entière ne se réduit pas à 2 ou 3 langues. En effet, les découvertes de la science ne se réduisent pas à la découverte de la langue. Mais prenons un exemple pour y voir plus clair. Lorsque Newton découvre, ce qui est probablement une des plus grandes découvertes de tous les temps, la gravitation universelle, et qu'il en donne l'évaluation, lorsqu'il écrit, au moins en langage moderne, que la force est proportionnelle aux 2 masses et inversement proportionnelle au carré de la distance, lorsqu'il énonce cette loi, il l'écrit, et il l'écrit dans une langue. Il l'écrit donc dans la langue mathématique. Il applique donc à la physique l'intuition de Galilée. La découverte, c'est la découverte de la loi, mais pour écrire la loi, il faut avoir une langue.
Donc la découverte de la langue est préalable à toutes les autres découvertes. Lorsque Galilée déclare que la physique doit être écrite en langage mathématique, quand Newton écrit la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ça fait partie de la science. Mais toute la physique de Descartes, qui consiste à décrire en langage vernaculaire les tourbillons, tombe irrémédiablement dans la partie non scientifique de l'histoire. Et Leibniz pourra dire de Descartes à ce moment-là qu'il a écrit un roman de physique. Il n'a pas écrit la légende de la physique, mais un roman de physique. Et ça devient un roman. Pourquoi ça devient un roman ? Parce qu'il n'est plus dans la langue qui est la langue désormais canonique de la physique. La physique devient à ce moment-là la physique mathématique, c'est plus une physique descriptive. Pas réduire toutes les inventions scientifiques à une langue, mais cette langue est la condition nécessaire pour que les inventions par la suite aient lieu. Un peu comme on peut toujours composer de la musique, mais pour composer de la musique, il faut d'abord avoir les notes de la gamme et l'ensemble des combinaisons qu'on peut faire avec les notes de cette gamme. Le XVIIIe siècle, maintenant XIXe siècle. Le plus important au XIXe siècle en matière d'invention des langues, c'est celle qui concerne la lumière. À partir du XIXe siècle, on commence à comprendre ce que c'est qu'un spectre, c'est-à-dire la décomposition à partir d'un prisme de la lumière, par exemple, tel qu'on le voit dans l'arc-en-ciel. Et les savants commencent à bien étudier ce qu'ils appellent l'analyse spectrale. Et vous voyez, quand vous regardez un spectre, vous voyez presque un code barre, celui que vous regardez sur les objets que nous vendons aujourd'hui. C'est-à-dire, on pourrait presque remplacer chaque bande par un nombre et on aurait presque le chiffre de décodage de l'objet dont il s'agit. Et là, il y a aussi la première idée que l'astronomie, par exemple, ou même l'astrophysique, a pour but de décoder le message qui est transporté par la lumière. Et tout d'un coup, la lumière transporte un code. Tout d'un coup, la lumière transporte un secret. Et tout l'effort des scientifiques à cette époque-là, ce sera de déchiffrer ou de décoder les secrets du message codé que transporte la lumière. Au XXe siècle, il y a également deux inventions linguistiques. La première, enfin celle qui paraît à partir des années 50, concerne aussi le vivant. Et elle va plus loin que l'invention de la langue de Linné, c'est l'invention de la biochimie. C'est l'invention du code génétique, c'est l'invention de l'universalité du code génétique. Et le code génétique est à la fois très compliqué, puisqu'il est extrêmement difficile à déchiffrer, mais il est aussi extrêmement simple, puisque de la même façon que les notes de musique, ils partent de 4 notes essentielles, qui sont le GATC, qui forment les bases essentielles. Et à partir des combinaisons de ces 4 lettres, on peut reconstituer en effet le secret, ou le code, ou le déchiffrement de nouveau
code génétique. De la même façon, on a fait, depuis qu'il a été découvert, 1001 inventions en biochimie, mais désormais, la biochimie indique comment on forme le code génétique à partir des 4 bases GA, TC, guanine, etc. Et à partir de cette langue, tout le reste de la biochimie est écrit. Et les découvertes par la suite seront écrites dans ce code, compte tenu de ce code. Et de nouveau, là aussi, l'invention de la langue est la condition nécessaire de la totalité des inventions par la suite. Et la langue va servir 2 fois. Elle va servir à juger si ces découvertes préalables peuvent ou non rentrer dans la science. Une fois qu'on a cette langue, elle sert aussi de filtre. C'est-à-dire ce qui a précédé la découverte de cette langue, ou n'est pas bon et ne rentre pas dans la langue, ou est bon et rentre dans la langue. Et par conséquent, l'ensemble des découvertes qui précèdent l'invention de la langue font partie de l'histoire des sciences. Autrement dit, si elles sont exprimables dans la langue, ça fait partie de la science. Si elles ne sont pas exprimables dans la langue, alors ce n'est plus que de l'histoire des sciences, ce n'est plus que de la légende des sciences. Il y a plusieurs langages pour plusieurs sciences. Il y a le langage mathématique pour la physique, le langage linéen pour la description des plantes et des animaux, le langage chimique tel que l'a mis en place Lavoisier, le langage de la biochimie par la combinaison des 4 bases élémentaires, et la dernière langue, c'est l'application. C'est l'application de la découverte de Leibniz, de l'arithmétique binaire, à la totalité de l'information. C'est-à-dire la combinaison infinie des 0 et des 1 pour constituer les mémoires d'ordinateur. Et ce pourquoi l'ordinateur est aujourd'hui un outil universel, c'est qu'il garde en mémoire toutes sortes d'informations, même des informations qui ne sont pas hautement scientifiques, et il les conserve au moyen de ce code-là. Et que ce code devienne de plus en plus le code auquel tout le monde a recours pour conserver, stocker, se souvenir de l'information, le transmettre, le traduire et communiquer les uns aux autres.
La révolution la plus décisive pour une science déterminée, c'est de découvrir sa langue. Pourquoi ? D'abord parce que la découverte de cette langue rend très très difficilement lisible l'ensemble de tout ce qui l'a précédé. Et donc cela permet de distinguer entre l'histoire des sciences et la science. Deuxièmement, elle permet à un certain nombre de gens de s'entendre entre eux. Et une discipline, tout d'un coup, devient un pays. La France, la Chine, la Tchécoslovaquie, où l'ensemble des gens parlent une seule et même langue. Et donc, ils s'entendent entre eux. Et une discipline est, à ce moment-là, comparable véritablement à une culture, à un pays où une langue est utilisée. Le mystère absolu, sur lequel les philosophes n'ont pas d'éclaircissement, consiste à dire que cette langue s'accorde aux choses elles-mêmes et accorde les hommes entre eux. Pourquoi ces deux choses, ces deux performances sont-elles possibles en même temps ? Nous ne le savons pas très bien. Mais c'est là le mystère résiduel. Comment se fait-il que cette mathématique que nous parlons, ce soit précisément le langage des choses ? Ça, nous n'avons pas de réponse à cette question. En tout cas, une fois que cette langue est parlée dans les sciences, elle distingue de façon définitive les sciences et la légende des sciences. Pourquoi ? Parce que légende veut dire comment il faut lire. D'un côté, avec le code, on a une réponse à la question comment lire le monde, comment lire les sciences. Mais ce n'est pas la même réponse qu'à la question comment lire son histoire. Comment lire son histoire ? Eh bien, avec la langue usuelle, avec la langue que nous utilisons tous les jours, depuis le début de ces films où on a parlé de Mendeleïev, de Lavoisier, de tel médecin extraordinaire, Laennec, de tel astronome prodigieux, Kepler ou Newton. On a raconté en langue usuelle des explorations, des images, des poèmes. On a illustré des biographies et on a expliqué l'aventure extraordinaire qu'est la découverte scientifique. Nous pouvons le faire en effet avec des images, des poèmes en langue usuelle, en français, en chinois, en anglais, dans toutes les langues vernaculaires du monde. Mais dès le moment où vous voulez rentrer dans la science, alors il faut apprendre le code. Avant le code, il y a la légende des sciences, où on peut raconter ce qu'on a raconté dans les films, mais si vous voulez rentrer dans les sciences, il faut apprendre le code. Et c'est à ce moment-là que nous nous arrêtons et que commence la véritable pédagogie scientifique.